bonsoir à tous. À la une de ce journal, une dispute entre deux amants vire au drame. La scène s'est déroulée en Konsamba, chef-lieu du département du Mungo, greffier au tribunal de première instance. Un Camerounais a été poignardé à mort après une vive altercation avec sa compagne. Il s'était opposé à la rupture de leur relation tandis que celle-ci était déterminée à revivre le grand amour avec un autre conjoint. Les circonstances de ces faits qui suscitent la consternation à Konsamba, c'est à suivre en ouverture de ce journal. Les politiques et mesures économiques d'accompagnement sont insuffisantes pour viabiliser la presse privée au Cameroun. Une presse privée confrontée à une pression et également des menaces politico-judiciaires au Cameroun. Aman Mana, directeur de publication du quotidien Le Jour, et Séverin Tchonke, président directeur général du groupe Equinox, ont fait l'autopsie de la viabilité de la presse privée au Cameroun. C'était lors d'une rencontre entre les patrons de presse et l'organe de régulation au Cameroun. Vous les écouterez au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La scène suscite la consternation en Konsamba, là où un greffier a été poignardé à mort durant une altercation avec sa compagne. Il s'était, selon des témoins, opposé à la rupture de leur relation alors que celle-ci était décidée à revivre le grand amour avec son premier conjoint. Comment une vive altercation entre les deux amants a viré au drame? Que s'est-il réellement passé en Konsamba? Élément de réponse avec nos reporters Cyril Djembar, Eric Watat et Cédric Ding. Des mèches qui jonchent le sol. C'est le dernier vestige qui reste de la scène effroyable qui s'est déroulée au quartier Kilombo, dans la ville de Konsamba. Dimanche dernier, une violente dispute éclate dans un couple et va s'en suivre un féroce affrontement entre les deux. Dimanche, il a commencé à 19h, mais on a su que les voitures. Il a traversé l'escalier, tapé. Donc ça a fait tomber mon carré, comme tout moi avant qu'il est parti au cap. Il n'a plus bougé pas. Il a tombé. Mais le gars est parti. Une bagarre de couple qui finira par faire une victime. En l'occurrence, le dénommé Nanga François, âgé de 32 ans, est greffier auprès du tribunal de première instance de Konsamba. Son bourreau, Clarisse Tega, 27 ans, épouse d'un militaire en service au bataillon d'intervention rapide. Les deux amants entretenaient depuis quelque temps une relation à laquelle la jeune dame a voulu mettre un terme. Une nouvelle qui ne sera pas du goût du jeune greffier. S'en suivra une altercation. Au niveau de chez moi en haut, là, la petite allée qui va comme ça, là, c'est là qu'ils ont commencé à bagarrer. Il a tapé, il est rentré. Quand il rentre donc, il prend les marches d'escalier, il arrive à la maison. Quand il arrive donc à la maison, il semble que c'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il saigne. Je suis comment il fait, comme un homme veut pleurer quoi. Il ressort, il dit donc je veux la moto, je pars à l'hôpital. Il semblait qu'ils se sont échangés des coups de poing. Semblerait-il que la fille avait caché le couteau sur elle. C'est là où elle lui a donné. Et puis quand le sang est chaud, il saigne, il ne se rend pas compte. Des coups de poignard qui conduiront le jeune homme aux urgences de l'hôpital régional de Konsamba, où il rendra l'âme 2 jours plus tard. Son amante, quant à elle, se trouve encore en soins intensifs, au sein de la même formation hospitalière, dans un état critique. Un chantier de la canne piétine au grand désarroi des populations à Yaoundé. Il s'agit des travaux d'aménagement routier sur l'axe Kolfoulou-Kouaban. L'objectif est de désengorger les voies qui mènent au stade Omnisport. Cependant, les populations dénoncent l'arrêt total des travaux. C'est le constat que font Joël Essengue et Gizogo. Dans la perspective de la CAN 2022 au Cameroun, il y a les réussites. On a beaucoup parlé des terrains de football, mais il y a également les échecs à l'instar de cette route qui était annoncée en grande pompe et où les travaux piétinent à tel point que ici c'est un véritable calvaire que vivent les
Sur un tronçon de près de 5 km du carrefour Nkolo-Foulou au carrefour Baba, en passant par le carrefour Depolo, à l'est de Yaoundé, la route n'a de route que le nom. Certes, une plaque de l'autorité contractante annonce des travaux, mais les témoignages mettent en cause la qualité de ceux-ci. Les retards qui sont causés par les autorités. Il ne faut pas toujours accuser le village. Si on envoie aller travailler, ceux qui viennent travailler ne le font pas. Ils font semblant de faire un travail comme ça à 2 jours et rentrent. Cette route, comme vous pouvez le voir à ce grand carrefour, devrait également permettre de désengorger la capitale pour éviter tous ces embouteillages qui auront lieu lors du déroulement de la Coupe d'Afrique des Nations de football, notamment au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est donc un chantier à l'arrêt avec des populations qui se plaignent. Depuis 2006 qu'on a engagé les travaux sur cette route, on ne voit pas la suite. Tantôt ils viennent, ils versent la terre au milieu de la route, ils font des choses comme ça, ils abandonnent, ils partent. Ils reviennent encore, ils mettent même les cailloux. Donc on vit comme ça, cette misère comme ça depuis 3 ans. On veut que la route soit bien arrangée pour que nous soyons à l'aise. Parfois on prend les 2 passagers, tu vois, on nous insulte, nous les motos, après on va dire que nous sommes sales, que ça vaut quoi? Ça veut rien dire, on veut la route. Et la preuve de ces propos se mesure sur la base opérationnelle de l'entreprise en charge des travaux où tout tourne au ralenti. On nous explique ici que ceux qui ont gagné le marché l'ont confié à d'autres sous-traitants, qui l'ont également confié à d'autres sous-traitants. Et le résultat, c'est un enclavement total ici entre Nkolo-Foulou et Nkwaban. Je veux la route, puisque j'ai encore un petit temps de me promener. Je peux partir d'ici, la ville, dans un véhicule que d'aller à pied. C'est malheureux. Depuis la route Nkolo-Foulou, Nkwaban pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Gizogo. Mettons le cap sur Bafoussam, là où un litige foncier divise une famille. Tout un bâtiment a été démoli après un acte de vente contesté. Le bâtiment en question était un héritage familial. Selon un plaignant, comment une telle acquisition a-t-elle pu se faire sans le consentement de tous les ayants droit? Élément de réponse avec le Leclerc Sakem. C'est une autre affaire du bien immobilier qui divise frères et sœurs d'une fratrie dans la ville de Bafoussam. N'engageant que voici la soixantaine révolue que nous rencontrons sur ce site à Famla, dans la commune de Bafoussam 1er, est au bord des larmes. Il vient de voir le patrimoine familial dont il a hérité complètement rasé. C'est le terrain de mon père. J'ai hérité le bien de papa. Je demande à tous ceux qui veulent me nuire, que je ne suis pas capable, que je n'ai pas un petit paysan, d'où je peux manger. Je demande à Equinox d'être clair et montrer même tous les documents à la chaîne mondiale. Ça c'est le Camerounais, ça c'est le Cameroun qu'on gère. Que les gens vont prendre un petit malheureux comme ça pour le mater. Parce que c'est pas normal. Qu'on vienne parce que tu as l'argent, tu trouves les biens des gens, tu saccages. La sœur cadette est accusée par son frère plaignant d'avoir usé des manœuvres peu orthodoxes pour spolier et vendre les biens dont il est propriétaire, comme atteste cette documentation. Un immeuble bâti sur une superficie de 380 mètres carrés en plein cœur de la ville de Bafoussam. Je ne connais pas la personne. Ou les noirs ou les rouges, je ne connais pas la personne qui détient ma maison, qui a signé à vendre. Mais c'était ma soeur. Est-ce que j'ai fait un assise avec elle pour qu'elle vende? Jamais je n'ai pas signé une procuration. Quand je ne sais pas une procuration, ça cadre ici. Il faut égaliser la procuration. Donc je veux signer une déclaration devant les gens que je connais la personne, il est noir ou rouge. La démolition du bâtiment s'est déroulée en fin de semaine dernière sous le regard du voisinage stupéfait par ce acte. Vendredi matin, nous nous sommes levés dès bonne heure le matin. Il y avait les engins de la route barricadée. Ils étaient là en train de détruire la concession de ce papa. Vraiment, compte tenu et que moi-même que je sais que l'affaire était en justice et que ce papa avait obtenu la grosse et que jusqu'à présent il continue toujours à payer le certificat de propriété. Vraiment, on se rend plutôt compte qu'il y a eu un acheteur, vraiment. Nos tentatives d'entrer en contact avec la mise en cause ont toutes été vaines. Renew your bundle before it expires on #111 *0# and receive the double. Renouvelez votre forfait avant son expiration au pièce 111
Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Nanguéjan, désormais sans domicile fixe, erre dans les rues de Bafoussam, dans l'espoir d'une rédemption qui viendra d'où, on ne sait. Où sont passées les mesures économiques d'accompagnement pour assurer la viabilité de la presse privée au Cameroun, malgré l'organisation des États généraux de la communication et les promesses du gouvernement, presque rien n'a été fait jusqu'ici. C'est le constat que dresse Séverin Tchonke, le président directeur général du groupe Equinox, critique l'insuffisance des politiques publiques en matière d'accompagnement de la presse privée. Aman Mana, dans la même veine, directeur de publication du quotidien Le Jour, dénonce une répression politico-judiciaire contre la presse camerounaise, engagée à informer les Camerounais, malgré l'existence et la prolifération de certains journaux qui évoluent en marge de l'éthique et la déontologie qui doivent être respectées dans le domaine du journalisme. Je vous invite à suivre ces différents patrons de presse qui ont dressé une litanie de préoccupations lors d'une rencontre avec l'organe de régulation, les responsables du CNC. C'était à Yaoundé. Compte rendu, Joël Lessengue et Guy Sogo. Dans un contexte de morosité de la presse au Cameroun, le Conseil national de la communication n'a pas évité de mettre les pieds dans le plat en organisant un déjeuner de presse à Yaoundé avec les patrons de presse sous le thème « La viabilité économique des médias au Cameroun ». Parmi les intervenants, le président directeur général d'Equinox Télévision, Séverin Tchonke, qui a dressé les caractéristiques d'une entreprise de presse. L'entreprise de presse doit d'abord s'établir en tant que tel dans un marché. Et si nous venons sur un marché, nous devons savoir quelles sont les conditions qu'exige notre présence sur ce marché-là. L'une des conditions fondamentales, c'est d'abord la confiance. Et cette confiance, aujourd'hui, est plus ou moins étiolée par le fonctionnement des institutions qui doivent réguler notre secteur. Insistant sur les pesanteurs qui impactent le fonctionnement de la presse au Cameroun, il a mis en exergue sa fragilité. Quel est le banquier, je parle d'expérience, qui peut vous ouvrir une ligne de crédit d'1 milliard de francs pour une entreprise dont il n'est pas sûr de l'existence dans 6 mois, parce que le politique aura interféré dans son existence et aura fait pression sur l'organe de régulation, et l'organe de régulation, au lieu de se saisir de cette affaire en se disant nous allons sanctionner sur les points déontologiques, sur les points professionnels, mais nous n'allons pas tuer la poule aux œufs d'or. À son sens, le Conseil national de la communication, loin d'en rajouter aux difficultés de la presse camerounaise, doit se montrer équitable dans ses décisions à son endroit. Oui, à l'organe de régulation, seulement l'organe de régulation doit faire attention dans les décisions, qu'elle rend, parce que ces décisions-là peuvent fragiliser l'ensemble de la corporation. Abordant la question du soutien financier à la presse, Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Le Jour, a esquissé les améliorations à apporter. 1. Il faut de la sélection. 2. Il faudrait axer ce qu'on appelle l'aide, le financement public des médias privés. Il faudrait l'axer sur la règle des 3 tiers. Le premier tiers, c'est la formation. Le deuxième tiers, c'est l'équipement. Et le troisième, c'est le fonctionnement. En fin de compte, Peter Essoka, le président du Conseil national de la communication, a dit prendre bonne note de toutes les propositions formulées lors de cette journée de réflexion. Nous avons entendu tout ce qu'on a dit. Et on a parlé de l'entreprise de presse. Est-ce qu'on a des entreprises de presse dans notre pays? Il faut qu'on soit sérieux pour nous organiser, pour que toutes les propositions qu'on a faites aujourd'hui, on va les transférer aux autorités et on va voir ce qu'on va faire. Il reste que le mal-être de la presse camerounaise
continue de s'aggraver au fil des ans. Dans le reste de l'actualité, l'on en sait désormais un peu plus sur l'allocation des fonds, les tout premiers fonds du Conseil régional du littoral, un budget de 3 milliards de francs CFA qui devra permettre dans un premier temps d'évaluer l'ensemble des préoccupations sociales et surtout de trouver un siège à ce nouveau Conseil régional, le tout premier dans l'histoire politique du Cameroun. Dans un second temps, il sera question de s'occuper de la construction des routes. L'annonce a été faite au terme de 3 jours de travaux à la salle des fêtes d'Aqua. À cet effet, je vous invite à suivre les explications que donne le président du Conseil régional du littoral, Polycarpe Banlon, et le vice-président de la Commission des finances et des infrastructures au sein du Conseil régional du littoral. Ce budget n'est pas particulier. L'année 2021 est déjà au 6e mois. Il reste 6 mois pour pouvoir terminer l'année. Nous avons eu un budget pour nous permettre de nous installer et de faire des études pour lancer le vrai budget l'année prochaine. Et ce budget de l'année prochaine sera voté au mois de novembre. C'est en 2022 qu'effectivement commencent les travaux de la région. Mais déjà nous avons des moyens pour faire la mise en place du démarrage du chantier de la région du littoral. Donc il y a eu une entente entre les commissions pour valider déjà ce budget programme. Vous savez que c'est un budget qui nous permettra à démarrer la région. C'est à partir de l'année prochaine où on va voter notre propre budget cette fin d'année que nous avons fait des grandes œuvres aux attentes des populations. Mais on est satisfait du déroulement de ces travaux parce que tout le monde était conscient. Parce qu'il nous fallait, on avait hâte de démarrer la région. Depuis, sans ressources financières, vous savez qu'on ne peut rien faire. Donc je vous dirais le sentiment de presque tous les conseillers. Nous sommes aujourd'hui heureux d'adopter ce projet, même si c'est les 3 milliards nous permettant de travailler, de mettre déjà les premiers jalons. Parlons à présent des présumés faussaires interpellés par le groupement mobile d'intervention dans la ville de Douala. Ils étaient passés maîtres dans la falsification des billets de 1000 francs, 2000 et 5000 francs CFA. Très peu de Camerounais pouvaient, grâce à leur vigilance, identifier le vrai du faux billet en circulation dans la capitale économique. Quelles machines ont-ils utilisées pour pouvoir mener ces opérations illégales? L'un de ces meneurs, l'un des cerveaux de cette opération illégale est encore en fuite, mais ses présumés complices ont été interpellés lors d'une descente menée par la police des précisions avec Innocent Abega et Xavier Foka. Ils sont 3 individus à avoir échappé de justesse à la vindicte populaire au quartier Ange Raphaël à Douala. Sauvés in extremis par les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 de la capitale économique. Les habitants de ce quartier en avaient marre d'être victimes de multiples arnaques perpétrées par ces individus qui font usage de fausses coupures de billets de banque au quotidien. Leurs victimes privilégiées, les petits commerces de toutes sortes. Une information que détenaient déjà les éléments du GMI numéro 2 et qui était aux trousses des malfrats. En réalité, leur mode opératoire est simple. Ils écoulent ces faux billets de 500, de 1000 francs et de 2000 francs dans des petits commerces. Ils ont ciblé là des personnes âgées, des jeunes gens ou des personnes isolées. Oui, donc nous avons tendu une embuscade et hier, nous avons pu mettre la main sur ces 3 qui sont en exploitation chez nous. Une perquisition notamment menée dans 3 domiciles au lieu dit Forêt Bar, Bojongo et Anteraï à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la ville de Douala a permis de saisir des pièces de voiture et plusieurs autres objets acquis par les suspects au cours de leurs multiples forfaits. Les 3 mis en cause, Funestor Achou, alias Partam, 30 ans, Ama Salomon Sango, alias Black, 35 ans, et Onfor Roland Anga, alias Turbo, 41 ans, sont tous des conducteurs de moto-taxi. Ils reçoivent ces fausses coupures d'un certain François à moitié prix de la somme obtenue de ce dernier.
Tomorrow now. Yes. Allô? Allô? Au finish, pas moyen de caler un rendez-vous avec François qui a indiqué à ses complices qu'il les rappellera lui-même pour livraison d'autres faux billets de banque. Une victime collatérale des actes de ces malfrats, cette demoiselle, retrouvée au quartier Nouvelle, utilisée par le cerveau de la bande qui court toujours, qui utilise cette dernière pour écouler le cannabis et autres stupéfiants, d'où cette mise en garde du commissaire divisionnaire. C'est le lieu pour moi d'appeler l'attention des parents sur la nécessité de bien contrôler leurs enfants. Parce que nous avons là des suspects, des malfaiteurs qui utilisent la naïveté des enfants pour les aider dans leur mauvais commerce. Il est donc bon, il est de bon ton de dire à ceux-là qui se livrent à ce genre de commerce, à ce genre de méfaits, surtout par les temps qui courent, que nous les poursuivrons. Celui qui nous a échappé hier n'a que quelques minutes, quelques heures de répit, parce que nous sommes à ses trousses et nous mettons la main sur lui, lui comme tous les autres, pour que notre jeunesse puisse vivre dans un environnement serein, dans un environnement sain. Ces actions des forces de l'ordre s'inscrivent dans le projet de sécurisation de Douala, alors que la ville accueille déjà et s'apprête à accueillir encore de grands événements sportifs. Qu'est-ce qui justifie l'inefficacité des parlementaires au Cameroun? La discipline du parti, la méconnaissance des principes démocratiques et des prérogatives attribuées aux députés, l'affairisme de certains parlementaires et l'influence du pouvoir exécutif sont les obstacles à l'élaboration des lois émanant des députés. La société civile a tenu à les conscientiser sur leur rôle indispensable dans le contrôle de l'action gouvernementale et la régulation de la société à travers des propositions de loi. D'autres explications dans ce reportage signé Vivien Tonfac. Faire passer une proposition de loi à l'Assemblée nationale reste un luxe pour un député. Jusqu'à présent, la plupart des propositions de loi adoptées à la Chambre basse du Parlement camerounais émanent du gouvernement. Cette triste réalité est la conséquence de plusieurs facteurs. Parfois, le problème vient au niveau de la base. Du moment où les fonctions de députés sont ouvertes à tout le monde, ça devient un peu compliqué parce que quand on prend un commerçant et les députés, quand vous allez venir lui parler de loi, ça ne lui dit rien. Beaucoup rentrent là-bas. Malheureusement, ce corps aujourd'hui est devenu, pour ma part, est pris en otage par les hommes d'affaires qui, en fait, n'ont pas de compétences, même intellectuelles, pour pouvoir même suivre un séminaire. Les tentatives de proposition de loi ne viennent que de l'opposition. Et pourtant, vous avez en face toutes les imminences grises, quel que soit le domaine que vous allez prendre de la science, vous trouverez au sein de la famille parlementaire RDPC les experts en la matière. Mais il faut se poser la question pourquoi eux-mêmes ne déposent pas de propositions de loi. Dans le but de permettre aux députés d'assurer plus efficacement leurs responsabilités, les capacités de quelques-uns viennent d'être renforcées à l'élaboration des propositions de loi et au contrôle de l'activité gouvernementale au cours d'un séminaire tenu à Bafoussam. On peut souligner, n'est-ce pas, ce fait que la majorité des parlements de l'Afrique centrale, au niveau de ces parlements, on observe cette attitude des parlementaires, n'est-ce pas, qui consiste à se contenter, à se pencher sur les projets de loi qui émanent du gouvernement au lieu de l'initiation des lois. Donc le séminaire que nous organisons ce jour consiste, n'est-ce pas, à renforcer les capacités des députés à l'initiation des lois, à l'élaboration, n'est-ce pas, des propositions de loi. La capacité en termes de rédaction des propositions de loi, en termes de différents pièges qu'il faudrait éviter. Vous savez, il y a le piège de l'irrécevabilité. Donc, quand on est face aux techniciens de haut vol, comme ceux que la Fondation Kofi Annan a offert là, on ne peut que s'en féliciter et de penser qu'on sortira avec un plus pour pouvoir être en mesure d'éviter ces différents pièges-là. Organisé par l'Association internationale Kofi Annan pour la promotion
et la protection des droits de l'homme et la paix. Ce séminaire rentre dans le cadre du projet d'appui à l'efficacité de l'activité parlementaire au Cameroun, financé par l'ambassade des États-Unis. Ces images ont fait le tour du monde des échauffourées entre parlementaires africains. En Afrique du Sud, des députés en sont venus aux mains, se disputant l'urne de l'élection des instances dirigeantes. Vous le voyez en image, alors que tout avait bien commencé pour l'élection d'un président et 4 vice-présidents, un désaccord sur la rotation régionale des postes s'est fait entendre. Il s'en est suivi des invectives et même des bagarres. Dans un climat de tension, l'élection a été suspendue. Ce scrutin devait permettre à ces parlementaires d'élire le successeur du Camerounais Roger Kodondan. Vous le voyez en image, comment des députés, des femmes se disputent l'urne, des députés et des parlementaires panafricains qui contestent le mode d'élection exigeant la rotation pour certains postes, notamment le poste de président. En tête de file de cette contestation, Julius Malema, qui est l'un des députés sud-africains. Il y a eu une réaction, celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dit être choqué à la suite de cette scène de violence qui ternit, selon lui, l'image du Parlement panafricain. Il appelle les parlementaires à se ressaisir et se conformer aux règles et procédures de cette institution. Toujours dans l'escale internationale, Bangui et N'Djamena ont décidé de la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire la lumière sur cette attaque où au moins 6 soldats tchadiens ont été tués, tandis qu'au Mali, l'Union africaine a décidé de suspendre ce pays de toute activité exigeant le retour des civils à la tête de ce pays. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien dit n'avoir pas été associé à l'annonce du retour de Laurent Gbagbo avec une date déjà connue. La mouture internationale est signée Gladys Sidié. La délégation centrafricaine, conduite par la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baipo Temong, a été reçue à N'Djamena par le président du Conseil militaire de transition. Les deux pays ont convenu de la mise en place d'une commission d'enquête internationale composée des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEAC, qui se déploiera sur le terrain pour établir les faits et déposer un rapport qui situera les responsabilités. La RCA a fermement condamné cette attaque qui a fait 6 morts dans les rangs des soldats tchadiens. Les deux parties ont souligné l'urgence d'élucider les circonstances dans lesquelles cette attaque a été opérée. Les deux voisins se sont engagés à privilégier le dialogue pour préserver la paix et la stabilité et mutualiser les efforts pour relever les défis sécuritaires communs. En Côte d'Ivoire, alors que le FPI a annoncé le retour de Laurent Gbagbo pour le 17 juin 2021, le gouvernement ivoirien dit n'avoir pas été consulté sur la date du retour de l'ex-chef d'État. Le porte-parole Amadou Koulibaly regrette que cette décision ait été prise de manière unilatérale. Il va jusqu'à remettre en cause la possibilité de ce retour à la date convenue. Selon lui, les dispositions n'ayant pas été prises pour l'accueil de Laurent Gbagbo et pour garantir sa sécurité. Les partisans de Laurent Gbagbo, de leur côté, font savoir que depuis le mois d'avril, des discussions entre le comité d'accueil et le gouvernement ont porté sur la sécurisation du lieu de résidence de l'ancien président ou encore sur les modalités de son accueil. Le gouvernement ivoirien dit ne pas être favorable à un accueil en grande pompe, contrairement à la volonté dégagée par les partisans du FPI qui mobilisent déjà de milliers de personnes pour un accueil des plus grandioses qui sera réservé à leur leader Laurent Gbagbo. Après la CEDEAO, l'Union africaine suspend à son tour le Mali de toutes ses activités.
L'institution appelle les militaires maliens à regagner urgemment leur caserne et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique. Elle demande à établir les conditions pour le retour à une transition démocratique, transparente et rapide, sans quoi le Conseil n'hésitera pas à imposer des sanctions ciblées et d'autres mesures punitives contre ceux qui empêchent la transition au Mali. Face aux pressions internationales qui fusent de toutes parts, le colonel Assimi Goïta multiplie des consultations en vue de la nomination d'un Premier ministre. Des noms tels que celui de Choguel Maïga sont avancés. Choguel Maïga est l'une des figures du M5, le mouvement de contestation qui avait précipité la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements en vue de mettre en place un gouvernement de consensus. Sur le chemin de la CAN édition 2022, nous continuons notre série consacrée à l'histoire du football africain. Comment le football est-il devenu un vecteur de discrimination raciale à ses débuts sur le continent africain? Je vous invite à suivre ces éléments de réponse donnés dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat. Si la machine a remonté le temps situé en 1860, la présence du premier ballon rond déposé sur le continent par des missionnaires et colons britanniques, un spécialiste de l'histoire du football, le professeur Pierre Allegui, précise à 1862 les premières rencontres de football en Afrique du Sud, des matchs livrés dans la ville du Cap entre les Britanniques de souche et des Blancs nés sur place. Aussi poursuit l'enseignant de l'Université du Michigan aux États-Unis. C'est du pays de Nelson Mandela que le ballon de foot a fait d'interminables rebonds pour tomber dans toutes les autres colonies anglaises jusqu'en 1870. Le Zimbabwe, l'Ouganda, le Nigeria ou encore la Gold Coast, l'actuel Ghana. Et justement à propos, le journaliste zambien Denis Liwewe abonde dans le même sens, affirmant que le père importateur du football en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, c'est le pasteur de la London Missionary Society et explorateur écossais, David Livingstone, pays où il mourut même le 1er mai 1873. Le docteur Livingstone est le précurseur du football en Zambie. Il se dit qu'à son arrivée, parmi ses effets, il y avait d'abord une Bible, sa boîte à pharmacie et enfin un ballon de football. Ainsi, selon le professeur Allegui, le football est parti des colonies anglaises du continent pour se répandre de 1890 à 1920 dans toutes les autres colonies de l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française, le Congo belge, les colonies portugaises comme l'Angola, la Guinée-Bissau et les territoires italiens, notamment l'Éthiopie, la Somalie et la Libye. Le système colonial, d'abord français et anglais, mais aussi bien portugais, allemand également, va amener le football dans les valises de la colonisation. Pour deux raisons qui sont simples. D'abord parce que c'est un sport aristocrate, donc qui est joué par les colons, et que petit à petit, sur ces infrastructures-là, le système colonial va utiliser le football, comme d'autres sports d'ailleurs, pour fédérer les territoires, pour accentuer l'idée de territoire cohérent dans le cadre du système colonial. Mais à l'origine, pour ces colons et missionnaires britanniques, il s'agissait de promouvoir l'esprit saint dans un corps saint, l'idéologie même de la muscular Christianity, le christianisme du muscle, réservé exclusivement aux élites locales, sous l'œil vigilant des missionnaires blancs, excepté le pasteur David Livingstone, qui ramait à contre-courant des méthodes racistes et esclavagistes de ses pairs. Enseigné dans les écoles, le principal objectif recherché à travers le football était d'inculquer aux petits blancs la loyauté et le sens de l'effort, entre autres. Et cette politique des missionnaires blancs, à tenir loin les noirs de l'initiation à la pratique du football, portait déjà en elle les germes de l'apartheid en Afrique du Sud et autres discriminations raciales sur le continent durant la période coloniale et même après les indépendances. Et même malgré toute la machination en branle pour exclure les Africains de la pratique de ce sport, le Maghreb sera pionnier dans l'appropriation et le développement du football dès 1894, avec en tête de file l'Égypte et l'Algérie, où naîtront des clubs 100% européens, comme le club athlétique d'Oran en 1897 et le club de hautes études au Caire,
créé par des fonctionnaires britanniques le 8 décembre 1905, juste un an après la naissance de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Prochain escale sur le chemin de la CAN, les premiers pas du football au Maghreb. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufflet, vous dites 3 milliards de francs CFA pour le démarrage de la région du littoral. 3 milliards de francs CFA qui arrivent après 6 mois d'inactivité pour le conseil régional. Vous avez suivi son président indiquer que cet argent va servir à trouver déjà un site où seront installés les conseillers régionaux et tout l'appareil administratif de cette collectivité territoriale décentralisée. Ensuite, il permettra de faire des études pour des projets qui devraient démarrer plutôt en 2022. Et ils font savoir que toute cette année, rien ne sera fait en termes d'investissement et d'action pour les populations. Il faudra attendre novembre pour voter le véritable budget du conseil régional. Pourtant, ils ont été élus sur la base d'un programme qui devrait, en principe, démarrer dès leur entrée en fonction. C'est Alain. Vous dites bien 3 milliards pour 5 mois, jusqu'en novembre. Vous l'avez dit, Serge Alain, 3 milliards de francs CFA, c'est le budget qui a été donné venant de l'État du Cameroun pour essentiellement le fonctionnement et les études de projet, ont-ils fait savoir au terme de leur première session ordinaire. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Rendez-vous Alain. demain.